Alors, donc je vous propose d'enchaîner donc sur la table ronde. Et donc j'invite à rejoindre donc à la tribune, c'est pas une tribune mais en tout cas face à l'assistance, donc Léa Daricot. Bonjour Léa, ingénieure agronome, diplômée en œnologie, co-auteur de l'ouvrage La vigne et ses plantes compagnes. On est en plein dedans. Hein. Allez-y, installez-vous là où vous voulez. Véronique Sartou, donc je la représente pas, elle vient d'intervenir. Philippe Brion, donc qui est responsable agronomie au sein de l'Association française d'agroforesterie. Bonjour Philippe. Fabien Leduc, qui est conseiller viticole chez Emmanuel Gagnepin Consultant, et Alain Mallard, donc consultant viticole également, spécialiste de la permaculture adaptée au vignoble. Alain, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonjour à tous les cinq. Donc une table ronde, donc vous l'avez vu dans le programme, hein, pour faire un point sur les leviers disponibles, hein, permettant de renforcer la résilience des systèmes viticoles face au changement climatique. Alors pour ce faire, donc je vous propose en fait d'organiser l'échange autour de 3 séquences. À la suite de quoi, donc, nous ouvrirons à nouveau le débat avec vous. Une première séquence donc pour revenir sur les constats et s'assurer que le diagnostic de la situation est véritablement partagé. Une seconde pour poser le débat en termes d'enjeux, enjeux pour l'avenir de la viticulture dans nos territoires. Et enfin une troisième donc pour aborder donc les solutions. Ça a déjà été, on a commencé à déflorer le sujet avec Véronique Sartou, donc sur les solutions engagées et à venir afin de tendre donc vers une viticulture durable. Donc première séquence de ce débat, les impacts et les conséquences donc du changement climatique. Léa Daricot, je reviens vers vous. Est-ce que le changement climatique tel qu'on le constate aujourd'hui, tel qu'on le mesure, est-ce qu'on peut imaginer que ce changement va en particulier durement impacter et la vigne et le vin ? Oui, tout à fait. On l'a vu déjà ce week-end avec des épisodes de gel un peu qui commencent à devenir très très fréquents et assez tôt en saison. Et puis du coup là on a un hiver très sec, je sais pas où, à peu près dans le sud, mais à Cognac il n'a pas plu depuis 3 mois. Là j'étais en Italie la semaine dernière, c'est pareil, ça fait 3 mois qu'il n'a pas plu. Ils ont les rivières, tout est sec, les nappes sont même pas remplies. Et après on va peut-être avoir, on ne sait pas, un printemps ou un été très pluvieux puis très sec d'un coup. On voit les vendanges s'accélérer, tout est bien plus tôt, de 3 semaines, au moins, à peu près en moyenne. Et du coup, après, ça fait des titres alcoométriques plus élevés, moins d'acidité. Donc, on voit tous les effets sur la vigne et le vin. Oui, le micro au plus près du menton pour qu'on vous entende bien. Donc, tout est accéléré. Et en fait, donc, à la fois sur la vigne, le vin, les effets, mais aussi sur toute la végétation qu'il y a autour. On en parlera un peu plus tard, mais du coup, tout ce qui est arbre aussi et végétation, fleurs, tout est avancé d'au moins 3 semaines. Et puis quand il pleut pas, du coup, on en parlait, Véronique en parlait, mais il n'y a pas non plus de nectar. Donc tout ce qui va être après la chaîne, la partie service écosystémique pour les insectes, pas de nectar, pas de nourriture. Et du coup, après, pas d'insectes. Pour les oiseaux, comment ils se nourrissent, ils ont les fruits, mais toute la partie insectes n'est plus là. Donc voilà, donc tout s'enchaîne sur cet impact du changement climatique sur la viticulture et son paysage autour. Merci Léa donc pour ce premier constat. Philippe Brion, donc responsable agronomie au sein de l'Association française d'agroforesterie, pardon. Philippe, les sols, c'est un outil vivant, hein, on l'a commencé à l'évoquer évidemment ce matin. Un outil vivant peut-être trop longtemps négligé finalement. Oui, exactement. Alors, péché d'orgueil, peut-être. On a artificialisé l'agriculture, pensant pouvoir utiliser le sol comme un support. Et puis, on faisait de l'analyse, on corrigeait, on amène ce qu'il faut en engrais, on amène de l'eau, on corrige et on amène tout ce qu'il faut. Et dans notre sentiment de toute puissance, on s'est dit qu'on arriverait à tout gérer comme ça. Et il faut bien dire que ça a quand même permis une production en quantité importante qui a permis de nourrir l'humanité et la fin des famines en Europe c'est pas si loin que ça, donc ça a quand même permis ça. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bec, mais par contre on avait déjà les indicateurs, enfin moi je me rappelle depuis les années 80 mes formateurs qui disaient attention, les taux de matière organique descendent dans les sols, le sol a un pouvoir tampon, ça va tenir et à un moment ça va décrocher. Et on s'est dit, sûrement que, puisqu'on suivait ces indicateurs, on a laissé filer en se disant, on a trouvé la solution pour le reste, on le trouvera pour ça aussi. Bon, aujourd'hui, on sait que non. Voilà. J'ai fait du conseil agronomique en particulier en Dordogne. J'ai vu des céréaliers, 500 hectares, qui venaient me voir en me disant, Philippe, il faut que tu me prennes les 500 hectares en culture de jardin d'Indus.
parce que mon blé, j'y arrive plus. Je perds 20% de rendement tous les ans et mes solutions ne marchent plus. Donc aujourd'hui, on revient, donc c'est l'objet de l'agroécologie, en disant le sol, certes, est un support pour les racines, mais il a aussi une activité, il est vivant, et on doit trouver ces équilibres. Alors attention aujourd'hui à ne pas considérer la matière organique comme un élément uniquement de texture, c'est aussi un élément biologique qui participe à la vie du sol, et sa qualité, observer sa qualité, l'équilibrer, voilà, c'est là qu'on peut avoir une gestion. Merci Philippe. Véronique, je reviens vers vous. On parle donc d'objectifs de résilience face aux effets du changement climatique. Précisément, et pour compléter ce qui a déjà été dit, en quoi les agrosystèmes viticoles dominants, tels qu'on les connaît majoritairement aujourd'hui, précisément ne facilitent pas cet objectif de résilience? Mais on a besoin de systèmes tampons et là on a des systèmes qui sont uniformes. Et bon, il manque des arbres, quoi. Clairement, il manque des arbres, il manque des éléments qui peuvent permettre de tamponner ces à-coups climatiques. On sait très bien que quand il fait très sec, si on a des arbres, on a quand même une humidité ambiante, on a quand même une atmosphère qui est plus favorable. On sait que quand il y a des gros épisodes de vent, si on a des arbres, eh bien on va tamponner là encore l'effet du vent, etc., etc. Et puis au niveau du sol, on a besoin aussi d'avoir des sols qui soient couverts, qui aient en permanence de la végétation, parce que si vous avez surtout un épisode très sec, très chaud, si vous n'avez pas de végétation au niveau du sol, le sol chauffe et donc inévitablement vous avez des déperditions d'eau, inévitablement vous avez des espèces qui vont souffrir du sec, et pas seulement au-dessus du sol, mais dans le sol aussi. Donc on a besoin de tamponner, et la végétation, elle est là pour tamponner le système. Et donc moins on a de choses qui soient uniformes, mieux ça marche. Merci Véronique. Alain Mallard, donc vigneron également, j'ai oublié de le mentionner, mais d'abord consultant viticole, spécialiste de la permaculture. Au-delà des effets directs du changement climatique, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres facteurs, je pense notamment au matériel végétal, qui participent à la fragilité de la vigne et donc à sa capacité de résilience? Alors, ce que l'on a moins vu, en tout cas ce que l'on a moins remarqué, c'est que parallèlement au réchauffement climatique, qui est une réalité, personnellement, pour avoir fait de la mesure météo pendant plus de 25 ans, entre 1994 et aujourd'hui, sur tout le territoire français avec des centaines de stations météo, c'est une réalité, oui, mais ce qui est passé peut-être plus inaperçu, c'est l'évolution depuis 1970-75, d'abord par l'arrivée des clones, première étape, et deuxièmement par la modification de la greffe. Depuis 1985, où la greffe oméga s'est généralisée. Ce sont deux facteurs qui ont joué un rôle important sur l'affaiblissement du matériel végétal. Le premier, parce que avant, moi je me souviens, en 1989, en arrivant en Gironde, on comptabilisait 90% du vignoble en sélection massale et à peu près presque autant greffé à la fente. Aujourd'hui, on a 90% du vignoble cloné, donc 80% greffé en oméga. J'ai vécu la transition sur la Gironde aussi, dans d'autres régions, mais sur la Gironde en particulier, et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, on n'arrivait plus, sur certains clones, à tenir le milieu, à tenir l'oïdium, à tenir certaines agressions, et tout simplement parce que le végétal s'est affaibli, et parce que quand on a le même individu, et quand je dis le même individu, c'est pas une image. Il existe aujourd'hui dans les terres plantées 3 clones de merlot dans un vignoble qui compte 60% de la couverture avec du merlot. Donc ça veut dire qu'on a 3 individus dans cette configuration. Donc une année on va avoir du milieu sur l'un, une année on en aura un peu plus sur l'autre, et certains tous les ans. Moi je me souviens d'une parcelle chez un de mes clients vignerons qui avait planté en 2001, 2002 et 2003 donc des plants clonés greffés en oméga. Sur une partie, la première partie plantée en 2001, on voit rarement du milieu. Sur le clone planté en 2002, on a tous les ans du milieu. Et sur le troisième, on en a de temps en temps.
Donc c'est vraiment flagrant. Et la résistance aussi des plants, on sait tous aujourd'hui qu'une vigne greffée en oméga, quand elle est plantée pour 25 ou 30 ans, c'est le bout du monde. On a plus d'esca. Alors c'est pas uniquement l'arrêt du pyralium qui a créé plus d'esca. C'est aussi la capacité de la plante à ne plus pouvoir trouver ses ressources pour être en pleine forme. Quand on a une greffe oméga qui vous limite le passage de sève donc entre le porte-greffe et la partie aérienne, c'est un peu comme si vous vouliez faire passer des mètres cubes d'eau dans un trou de 1,5 cm. Ça va être très difficile. Si le trou est très gros, ça passera beaucoup plus facilement. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu donc, dans ces relations porte-greffe-greffon. On a ce problème-là. Et ensuite, la sélection massale, c'était aussi la multiplication des individus. On peut multiplier les porte-greffes, on peut multiplier les individus. Et on peut aussi trouver effectivement le moyen de revenir à des choses beaucoup plus saines au niveau du greffage. Certains pépiniéristes s'y mettent et c'est à mon avis une bonne chose. Merci Alain. Fabien Leduc, je rappelle que vous êtes consultant viticole, donc au sein de la société Emmanuel Gagnepin Consultant. Votre partie à vous, c'est les sols, si j'ai bien compris. Face à l'urgence du changement climatique et d'un phénomène d'accélération, on le voit bien, est-ce qu'il y a nécessité peut-être d'aller encore plus vite et plus fort? Est-ce qu'on va avoir le temps de s'adapter finalement? Est-ce que la vigne va avoir le temps de s'adapter aux effets du changement climatique? Question complexe. On peut la prendre sur plusieurs angles. En effet, il y a nécessité d'aller plus fort, plus vite, d'autant plus qu'on le voit sur les pionniers qui ont fait des couverts végétaux. Au bout de certains paliers de régénération, on voit que ça commence vraiment mieux à tamponner certains aspects. Avec, n'oublions pas aussi dans le changement climatique, on peut avoir aussi des millésimes un peu extrêmes dont on a moins l'habitude, comme on a eu en 2021. Plus froid, plus d'eau, difficulté de maturation, chaptalisation dans les côtes du Rhône, ça faisait longtemps. Et c'est là où on a besoin de systèmes qui tamponnent dans les deux sens aussi, c'est-à-dire sur le sec, bien sûr, sur la chaleur, mais aussi quand on va retrouver des millésimes un peu plus vieux, trompes d'eau, des choses comme ça. Donc il y a nécessité d'aller plus vite et plus fort aussi, donc agronomiquement, dans l'investissement dans la couverture végétale, mais aussi comment on fait pour faire des beaux couverts dans les premières années pour pas perdre de temps. Rattraper un peu le temps perdu par rapport aux pionniers qui ont maintenant 5, 10, 15 ans de couverture végétale. Pour stocker du carbone dans les sols, c'est long. Et il y a aussi nécessité d'aller plus fort, je pense, dans la recherche des indicateurs très précis de paliers de régénération. Donc bien sûr, il y a la matière organique, il y a le carbone, mais il faut aller plus loin que ça. N'oublions pas que la vigne, donc c'est une plante arbustive, c'est comme un arbre. Elle équilibre aussi son sol d'elle-même, sur des mesures redox dans les sols, on le voit très bien. Donc il y a besoin aussi maintenant de faire une agronomie beaucoup plus fine, vraiment typée vigne viticole et sortir des référentiels agronomiques classiques, parce que l'agronomie viticole est vraiment particulière avec cette plante pérenne qui stocke énormément d'énergie quand elle a plein accès à ses réserves. Je fais le lien avec ce que vient de dire Alain. Donc oui, le message c'est d'aller plus fort, nous, concrètement sur le terrain, mais aussi que la recherche nous aide à mieux suivre les transitions, par exemple. Merci. Léa, je reviens vers vous donc pour évoquer assez brièvement donc ce que sont les enjeux d'une viticulture durable. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la révolution culturelle qu'est l'agroécologie, est-ce que c'est vraiment une révolution en cours aujourd'hui? Et est-ce que selon vous la prise de conscience des viticulteurs, puisque vous travaillez au plus près des viticulteurs, est-ce que vous avez le sentiment que cette prise de conscience s'opère déjà de manière bien réelle? Oui, tout à fait. Elle est vraiment en cours. Là, rien que la journée d'aujourd'hui le prouve avec le monde qu'il y a. Et puis toutes les nouvelles publications, les articles, les livres qui sont sur le sujet. Et puis les demandes qui arrivent d'un peu partout. Après, elle est en cours à différents stades, que ce soit la question directement de l'arbre dans la vigne, mais aussi également de rien que l'impact du paysage. Et le viticulteur a un réel impact sur son paysage. Il a peut-être des fois 2-3 rangs dans telle ou telle parcelle, mais il peut avoir 40 hectares d'un coup, et là c'est tout le paysage qui est à lui, et donc là il a un réel impact, et il peut commencer rien qu'au tout début, dans les zones un peu, les zones délaissées, les bas-fonds, etc. Donc là c'est une révolution qui peut commencer tout petit peu, rien qu'aux alentours de ces, dans des zones où on va pas planter de la vigne autour, ça va commencer. Alain Malard, cette révolution culturelle qu'on évoque à l'instant, est-ce qu'elle impose pas aussi, et d'abord j'ai envie de dire, de penser collectivement et de s'inscrire dans des projets de territoire finalement? Est-ce que tout seul on peut y arriver? Alors,
si on est sur un domaine qui est assez grand, d'un seul tenant, c'est certes beaucoup plus facile. C'est vrai que quand on est en Champagne et que chacun a 10 rangs de vignes, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, il faut l'imaginer collectivement dans beaucoup de cas. Ça peut être collectivement parce qu'on a des vignerons qui sont les uns à côté des autres, et donc on va imaginer de redessiner les paysages dans une petite région, dans un périmètre, mais qui va englober forcément plusieurs vignerons. Imaginez que un vigneron en Champagne, demain matin, sachant qu'ils sont tous plantés dans le sens de la pente, décide au beau milieu des autres de se mettre à planter dans le sens inverse. Eh bien, sur les 10 rangs qu'il avait, il va y en rester 2 parce qu'avec les tournières, il ne pourra pas tourner. Donc, c'est absurde. On ne peut pas l'imaginer tout seul. De la même manière, collectivement, ça veut dire aussi, peut-être aussi dans le cadre de CUMA, ça veut dire aussi dans le cadre, pour avoir des moyens, d'outils, parce que des fois, tout seul, c'est difficile d'avoir tous les outils qu'on aimerait avoir. Et en même temps, ça veut dire aussi, peut-être aussi dans le cadre de collectivités déjà existantes, comme les caves coopératives, où on va avoir souvent des vignes les uns à côté des autres. Et au lieu de se chamailler, parce que Pierre a tourné sur la mare de Paul, plutôt essayer de faire ensemble que la vigne soit cohérente et fonctionne dans une certaine harmonie. Et là, on va pouvoir commencer effectivement à introduire de la biodiversité. Ça sera beaucoup plus facile. Est-ce que la réussite de cette transition agroécologique, est-ce qu'elle ne repose pas aussi sur la capacité de ceux qui savent, en l'occurrence les agronomes, finalement à gagner la confiance des viticulteurs pour pouvoir les embarquer dans cette transition agroécologique? Alors, effectivement, il y a ceux qui savent, c'est un grand mot, hein, parce qu'on ne sait des fois pas grand-chose au final. Qui savent un peu plus. Voilà, qui se sont intéressés au sujet un peu avant, voilà, comme on va le dire, et qui ont un peu de recul. Mais oui, vous avez raison sur un point, c'est que il faut démocratiser le savoir. Il faut que ce savoir arrive jusqu'au vigneron, et il ne faut pas se fermer les yeux. Tout à l'heure, vous en parliez. Quand on va mettre un couvert végétal, on va avoir un problème à l'arrivée, c'est que de toute façon, le couvert végétal, si la légumineuse produit de l'azote à un moment donné, c'est parce qu'elle a épuisé totalement les réserves d'azote qu'il y avait dans le sol. Sinon, elle ne produira pas d'azote, elle est feignante, elle va vivre sur les réserves du sol. Donc à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive au mois de mars-avril, le sol est dépourvu d'azote. Or, c'est bête, c'est le moment où la vigne commence à pomper de l'eau dans le sol avec de l'azote et du phosphore. Donc, il faut agir. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir effectivement accepter que ça existe et pas dire non, le couvert végétal c'est formidable, il faut les faire sans rien faire d'autre. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de transition. La transition, c'est ça. C'est savoir que quand on va être 2 à table, on a besoin de nourriture pour 2. Si on est 4 à table, il faudra de la nourriture pour 4. Et apporter à manger à chacun le moment venu. C'est ça la démocratisation du savoir, c'est-à-dire qu'on a vécu cette expérience. Moi, je l'ai vécu en tant que consultant depuis 25 ans. Et je la vis aussi en tant que vigneron. Quand on est vigneron, quand je suis vigneron, je suis comme les autres. Je suis devant mes vignes et je me pose les mêmes questions. C'est plus facile de faire du conseil, parce que le conseil n'engage que celui qui le fait. Et là, en fait, la réalité, c'est que la transition, c'est la clé. Et la transition, c'est le transfert de conseil. Fabien, justement, on parle de transition, donc la transition, c'est passer d'un système à un autre. C'est quoi les bonnes questions à se poser, justement, quand on aborde cet objectif de transition? Bon, vous avez vu, notre équipe, elle s'appelle Terroiriste. On a la coutume de dire, il faut pas simplifier le problème. C'est la force de notre filière. Chaque terroir est différent, climat, sol. Et en fait, la première question à se poser, c'est dans quel contexte je me trouve pédoclimatique. C'est pas nous qui l'avons inventé, hein, sur des histoires de transition. Lucien Segui a fait un travail formidable avec Olivier Husson. C'est la même méthode qu'on peut appliquer à la vigne. Quelles sont les forces et faiblesses de nos terroirs en dynamique hydrique, en dynamique de fertilité? Et après, la deuxième question à se poser, c'est dans quel état aujourd'hui de fertilité il est par rapport à ce potentiel-là. Donc c'est tout simple, hein, il faut ouvrir des profils, il faut faire des analyses un peu poussées. Il faut potentiellement faire appel à des experts qui peuvent vous aiguiller à classer un peu les choses. Et à partir de ce moment-là, vous allez savoir un peu d'où vous partez et justement essayer de calibrer cette transition-là, justement, dynamiser un peu les apports en fonction des différents types de terroirs. Ça peut aller dans de l'intraparcellaire à de l'îlot un peu plus large. Et ça, c'est la vraie question aujourd'hui qui nous manque en viticulture, c'est les vignes sont plantées, et peut-être on a fait un profil avant plantation, c'est rare, mais en fait, il faudra avoir fait un diagnostic de partout pour savoir dans quelle transition on va se lancer
en agroécologie et même en viticulture conventionnelle, j'ai envie de dire. Hein, c'est des questions qu'il faudrait se poser. Donc ouais, les deux maîtres mots pour nous avec l'expérience, hein, c'est quand on se retrouve devant un problème, en fait on en revient toujours à il faut qu'on fasse un profil pour aller voir. Donc en fait la vraie question c'est faites un profil à haute transition, ça nous évitera de perdre 3-4 ans, de baisser les vigueurs des vignes et ça ira plus vite. Merci pour ces précisions. Philippe Brion, s'agissant de construire donc un système plus résilient, l'important c'est d'abord de s'inscrire dans une démarche de progrès, j'ai envie de dire en continu finalement, et peu importe la porte d'entrée, l'important c'est d'y aller. Oui, déjà peu importe la porte d'entrée, ça c'est très important. Finalement l'agriculture, pour être durable, elle doit substituer à l'énergie fossile une autre énergie. Quelle est l'énergie disponible? C'est l'énergie du soleil. Comment maximiser l'utilisation de cette énergie? C'est la couverture végétale. Et après, on a la biodiversité et tout ça s'enchaîne. Et finalement, peu importe comment on va arriver à couvrir son sol, est-ce que je vais passer par du bio? Est-ce que je vais passer par l'agriculture de conservation du sol, du zéro labour? Quelle que soit la chapelle, si on a cet objectif-là de couvrir le sol pour maximiser la captation d'énergie solaire, et là on participe à ça en rajoutant une troisième dimension. Alors avec la vigne, on l'a déjà un petit peu, puisque ça a déjà été dit, on est déjà sur un ligneux, mais en rajoutant de l'arbre, on rajoute encore un étage, et donc au lieu de cultiver une surface, en grande culture c'est qu'une surface, en vigne c'est un petit volume, mais là on peut cultiver un grand volume, capter plus d'énergie qu'on injecte, on remplace par de l'énergie fossile, et après on a tous les services écosystémiques qui vont en découler. Et après, voilà, peu importe l'entrée que l'on a, pourvu qu'elle nous corresponde, qu'on la comprenne, parce que le système est très, très complexe, et donc il y a beaucoup de paramètres, il y a tous ceux qu'on comprend, tous ceux qu'on arrive à observer, puis il y a tous ceux qui nous échappent. C'est un petit peu l'intervention qu'il y avait tout à l'heure. Si on prend l'exemple du couvert et du gel, on dit, bon, risque de gel, je vais tondre. Ah oui, mais j'amène de l'humidité, puisque j'éclate mes plantes, et j'ai toute l'eau contenue des plantes qui est là. Alors, je dois le faire, je ne dois pas le faire. Sur les observations, on a des fois des couverts qui sont passés par-dessus les vignes. Ça n'a pas gelé, d'autres ça a gelé quand même. Donc il y a aussi état du couvert, température. Tout ça c'est très complexe, c'est multifactoriel. Et donc si on adopte en quelque sorte une religion agricole, parce qu'elle est dominante autour de nous, mais qu'elle ne nous correspond pas, qu'on ne la comprend pas, qu'on n'a pas les compétences, enfin les capteurs biologiques qui nous permettent de bien observer, on prendra toujours les mauvaises décisions et on ne va pas y arriver, on va se décourager. Voilà. Merci Philippe. Véronique, je reviens vers vous. Si j'ai bien compris, la monoculture, alors au-delà de la vigne même, ça pose plutôt difficulté. Et vous me disiez, quand on a préparé ce débat, il y a peut-être un enjeu prioritaire parmi les autres, c'est vraiment d'essayer de remettre de la diversité finalement et à tous les étages. Oui, il ne faut pas oublier que l'agriculture, elle s'inscrit dans un milieu naturel, que la nature a horreur du vide. Que plus les choses sont diversifiées, plus il y a d'interactions, moins il y a d'interactions négatives. Donc de toute façon, lorsqu'on fait de la monoculture, on concentre entre guillemets les problèmes, enfin au moins les risques de problèmes. Donc plus on amène de diversité, plus on a de chances pour que ça se passe pas trop mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des problèmes. Mais il faut bien comprendre que l'agriculture, la viticulture s'inscrit dans un système qui est en équilibre, plus ou moins, mais que quand on fait une grosse concentration d'une seule espèce, alors au pire encore si c'est un seul individu, entre guillemets, là on met toutes les chances de son côté pour avoir des problèmes. Donc plus on met de diversité, plus on va introduire de diversité, plus on a de chances que ça se passe pas trop mal, quoi. Et voilà, c'est vraiment comprendre que le système est complexe. Éviter de simplifier les problèmes. Et c'est ce qu'on a fait, après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a intensifié l'agriculture. On a dit j'ai un problème, j'ai une solution. La solution c'est mettre de l'azote. La solution c'est mettre un produit phyto, etc. Et on a essayé de simplifier le problème, de faire entre guillemets des mathématiques ou de la physique avec de la biologie.
Et la biologie, ça marche pas comme ça, quoi. Pas toujours en tout cas. Troisième donc et dernière séquence de notre échange avant d'ouvrir le débat, donc sur les leviers, les solutions pour une viticulture durable et en tout cas une viticulture plus résiliente face aux effets du changement climatique. Véronique, vous gardez le micro. Finalement, en termes de solutions, il faut penser écosystème, il faut penser transversal pour aborder cette transition agroécologique véritablement. Ah oui, tout à fait. Il faut vraiment ouvrir les yeux, ouvrir les œillères, regarder plus loin. Et ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de nid à vermine. Il y a toujours un intérêt à quelque chose, à un petit espace qu'on a oublié, à une haie qui nous gêne. Mais bon, peut-être qu'on peut la travailler différemment pour qu'elle soit moins gênante. Les couverts végétaux, rajouter un arbre ou deux quelque part, voilà. Mais vraiment, amener de la diversité, c'est vraiment un des leviers pour cette transition, quoi. Et dans l'exercice de votre métier de consultant, parce que vous êtes en situation de conseil auprès des viticulteurs, l'écoute des viticulteurs et des problématiques telles qu'ils les ressentent, c'est un élément clé aussi de ce processus de transition. Oui, c'est un élément clé, mais je dirais que les gens qu'on voit, c'est des gens qui sont déjà ouverts, c'est des gens qui se sont déjà posés les problèmes. Donc eux, ils sont entre guillemets plus à convaincre. Ils savent qu'il faut changer un certain nombre de choses. Le problème, c'est de convaincre tous ceux qui se posent pas les questions ou qui voient pas l'intérêt. Et on le voit quand il y a des formations qui sont organisées. Parfois, on a du mal à remplir ces formations parce que les gens ils se disent quel intérêt. Donc vous êtes moins optimiste que Léa sur cette révolution agroécologique qui est en cours? Oui et non, c'est-à-dire que les gens certains vont y venir contraints et forcés parce qu'ils auront plus le choix, quoi. Et le problème, c'est que avec la contrainte, ça marche toujours moins bien qu'avec la volonté. Donc si on arrive à convaincre les gens que il faut quand même se poser des questions et aller vers autre chose, c'est plus facile que si on leur dit mon gars, il faut que tu viennes, et puis là t'as pas le choix. Alain, j'aimerais que vous me redisiez ce que vous m'avez dit hier soir quand on a échangé. Pour pouvoir amener les viticulteurs dans cette réflexion, dans cette transition-là, il faut d'abord être capable de répondre et de solutionner les problèmes auxquels eux sont confrontés immédiatement et qu'ils ont déjà identifiés. C'est comme ça qu'on gagne la confiance. Exactement. Moi, je vois aujourd'hui, je travaille aussi en Champagne et pour prendre un exemple, en Champagne, alors peut-être qu'il n'y a pas que là que ça existe, mais en tout cas là, c'est flagrant. Aujourd'hui, quand le problème champenois en général, c'est de rentrer des mous qui ont moins de 50 mg d'azote et un rendement qui baisse tous les ans depuis une dizaine d'années. C'est problématique à plusieurs niveaux parce qu'il n'y a pas que ça comme problème que ça pose. Et donc effectivement, le meilleur moyen de rentrer en contact avec ces gens-là, c'est de montrer qu'avec l'agroécologie, on fait remonter rapidement avec certains leviers le niveau d'azote, on le double, on peut le tripler, et que les rendements reviennent et sont là au rendez-vous. Et là, effectivement, quand vous montrez effectivement que ce problème-là, qui n'est jamais dit en fait, qui n'est pas réellement formulé, mais que vous connaissez, vous pouvez agir sur ce point-là, la personne qui est en face de vous, elle se dit si ces solutions sont capables de me ramener mon rendement et mon azote, mais peut-être que j'ai intérêt à les mettre en place. Et on va plus loin. Et puis on se rend compte au bout de 2 ans de travail avec des gens comme ça, même dans des grandes maisons qui n'ont pas trop envie de bouger, je pense à Bollinger, je pense aux maisons comme Moët et Chandon, ce sont des maisons qui se disent, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il faut agir de façon transversale. Et malheureusement, l'agronomie aujourd'hui, elle est verticale. Le spécialiste de l'agroforesterie, il fait de l'agroforesterie. Le spécialiste du vin, il fait du vin. Non, ça marche plus, ça. Aujourd'hui, on est obligé de regarder l'ensemble des choses. Et donc, c'est parce qu'on va regarder l'ensemble des choses et qu'on va voir les problèmes, c'est parce qu'on va y répondre que les gens vont s'intéresser au sujet. Merci Alain. S'agissant donc d'aborder les leviers et les solutions, messieurs, on va reparler de couverts végétaux, on va reparler d'agroforesterie. Fabien, je reviens vers vous. Dans l'ordre des choses, c'est d'abord priorité au sol et l'importance du diagnostic justement pour mesurer le potentiel des sols et après adapter les techniques en conséquence.
Alors priorité au sol et même d'abord priorité à la plante, hein, parce qu'un sol qui fonctionne mal a un gros impact sur la plante, et une plante qui fonctionne mal a un impact sur la plante aussi. Je m'explique. Aujourd'hui, j'aime bien appuyer là de plus en plus parce qu'on a vraiment des résultats. Hein. Quand on revoit les techniques de taille en même temps des transitions de couverture végétale, ça fonctionne toujours mieux. C'est-à-dire il faut jamais oublier que notre plante a un potentiel assez énorme. Hein. C'est une des plus résistantes à la sécheresse du monde. C'est une exploration racinaire potentiellement de plusieurs mètres. C'est des chevelus racinaires, ce qu'on voit quasiment jamais. On fait 200 profils par an, nous. Hein. Dans 5% des cas, on voit du chevelu racinaire radiculaire dans les vignes. Donc ça, c'est une première question. La vigne n'émet quasiment plus de radicelles parce qu'on a un problème de sol, notamment, mais aussi de taille, de matériel végétal, de greffe, etc. Tout ça, c'est lié. Et ensuite, le sol, parce que même de l'agronomie de base, on vous explique en école d'agro de base, hein, la physique en premier. Voilà. Le grand ennemi aujourd'hui de nos systèmes, c'est la compaction, l'induration, le tassement. Donc le changement climatique est en train de renforcer ça, ce qui nous déstructure les sols de plus en plus fort et même nous indure les sols qui deviennent de la roche. Hein. Donc ça, aujourd'hui, quand on veut faire des transitions de système en agroécologie, il faut déjà régler ces grands facteurs limitants, sinon on va à la catastrophe. Moi je dis toujours, une chose qu'on ne perçoit pas quand on commence à acheter des graines et faire pousser des plantes, c'est qu'on arrête de les travailler, et si vous n'avez plus de structure dans vos sols se ferment complètement. Donc il faut bien faire attention dans nos transitions au fonctionnement des sols, repartir à la base, la physique. J'arrête mes outils, comment ça se passe physiquement dans mes sols dès que j'arrête de mettre des outils et que je suis au début de mes transitions de couvert. Donc on reprend en fait ces premières questions de base qu'on solutionne, en effet l'azote aussi, et là on peut passer ces premiers pas d'hydrogénération. Donc la plante, le sol, les deux vont ensemble. Si on fait les deux transitions en même temps, ça se passe toujours mieux. Et même dans des contextes très difficiles d'un point de vue hydrique. Merci Fabien. Léa, je reviens vers vous. On en a déjà parlé des couverts végétaux. Les couverts végétaux, c'est aussi priorité des priorités. Enfin, tout est prioritaire finalement, mais c'est un élément clé pour permettre l'adaptation de la vigne aux effets du changement climatique. Oui, tout à fait. Ça va être, Véronique en a très bien parlé en introduction, mais ça va être tout ce qui va partir donc la qualité du sol, des compactions, stocker de l'eau, ruissellement, apport de minéraux. Et du coup, toute la partie matière organique pour les vers de terre qui après vont aérer les sols et les autres micro-organismes, tout ce qui va être micro-arthropodes. Donc en fait, tout est en lien avec ces couverts végétaux et donc une bonne vie du sol, une bonne plante qui va bien produire comme il faut. Et donc on parle souvent couverts végétaux, ça va être à la fois les engrais verts hivernaux, la partie couverts végétaux qu'on va laisser dans l'interrang aussi enherbé naturellement, mais ça va être aussi tout ce qui va être couverts végétaux autour de nos parcelles et autour des haies, où là on va retrouver différentes strates arborées. Et donc dans la précédente question, après le discours de Véronique, il y avait une question: qu'est-ce qu'on fait tant que les arbres ils sont pas poussés? Et ben justement on travaille cette partie strate arborée qui est très intéressante aussi côté arbustive, mais du coup les garder. Là ça va être aussi la matière organique, ça va être aussi de la nourriture pour tout ce qui est insectes, et puis une partie pour se loger pour tout ce qui est petite faune. Et cette partie-là de couverts végétaux. Et puis aussi, il y a toutes les jachères, les parcelles qu'on n'utilise pas autour, qui là aussi vont être couvertes. Et ça peut être une zone de réservoir de biodiversité. On va pouvoir choisir jachère mellifère, jachère nématicide ou autre. Et donc ça peut être aussi à travailler. Donc cette partie-là de couverts végétaux est aussi très, très importante pour la partie viticulture. Pas vigne tout de suite, mais vigne ensuite dans le futur. Votre père me disait, que j'ai eu au téléphone, me disait il faut essayer de remettre de la fleur et du pollen dans la vigne toute l'année. Alors c'est son credo, il est apiculteur là, également. C'est notre casquette apiculteur, tout à fait. Mais tout est en lien par ailleurs. Oui, exactement, parce que c'est vrai que en partie viticulture, on a notre vigne, la fleur, elle se pollinise toute seule, donc c'est vrai que partie abeille, on n'y pense pas trop, mais en fait, on est acteur de notre territoire et toutes les plantes qu'il y a autour, c'est à nous de les choisir, on les plante. Et les abeilles, c'est comme le collagine, je vous le disais, elles doivent se nourrir toute l'année. Là, au mois de février, il a fait tellement chaud qu'elles sont toutes sorties, elles n'ont rien trouvé à manger. Elles sortent, elles n'ont rien à manger. Qu'est-ce qu'elles font? Elles n'ont pas d'énergie. Donc du coup, notre idée, c'était de proposer, il faut à manger tout le temps, tout dans l'année, puisqu'on voit les températures, c'est yo-yo, il fait beau, il fait pas beau. L'année dernière, on n'a pas eu d'acacia, il a tellement pas plu que l'acacia n'a pas fait de nectar, donc il y a eu toute une trouée. Et donc en fait, la vigne, la partie vendange, tout s'accélère, tout
tout est plus tôt dans l'année, pareil pour les floraisons. Et donc on a un gros trou en été. Et donc c'est une proposition, pourquoi pas planter un peu autour des parcelles, ou pourquoi pas même dans les parcelles, des plantes qui fleurissent l'été et qui pourraient, ou l'hiver, qui pourraient du coup participer à nourrir alors les abeilles domestiques, mais sauvages, et toutes les autres auxiliaires de culture de la vigne qui sont primordiales dans la chaîne ensuite, qui vont nourrir tous les autres animaux et chauves-souris et tous nos autres auxiliaires pour la vigne. Merci Léa. Voilà. Philippe, merci Léa. Philippe, je reviens vers vous donc pour parler vitiforesterie. Alors on l'a vu avec l'intervention de Noémie, la vitiforesterie c'est pas nouveau. Pour autant le retour de l'arbre dans la vigne, c'est un chantier qui est ouvert, on le voit bien aujourd'hui, mais qui manque encore de références techniques récentes. Oui, tout à fait. Je voulais juste revenir sur le rôle du conseiller. J'ai été pendant 17 ans conseiller Accent. Je suis aujourd'hui conseiller et finalement, aujourd'hui, moi, je sais rien. Je sais juste prendre l'information et je vois au moins 2 de mes sources de données en viticulture qui sont là, assises à la salle. C'est des viticulteurs qui ont des pratiques qui se sont lancées, qui innovent. Moi, je sais juste capter, traiter, rendre digestible et partager. Voilà. Là, on est dans le systémique également. Alors, et sur l'arbre, voilà, sur l'introduction de l'arbre, c'est qu'on y vient. Autant en grande culture, on a des études. Véronique Sartou en a présenté une où on dit voilà 5% de la surface consacrée, le rendement sur ce qui reste est équivalent à ce qu'il y avait, mais il est plus résilient, plus durable, on a plus les à-coups, donc on a moins de risques, donc on est gagnant. Sur la vigne, on a moins de données. On a des données sur l'effet, l'impact biodiversité de la présence de l'arbre, mais en termes d'outils agronomiques, qu'est-ce que ça produit sur le rendement? Qu'est-ce que ça produit sur le taux d'azote dans les mous? Qu'est-ce que ça produit sur la vigueur de la vigne, sur le taux d'alcool? Là, on n'a pas de données. Et donc, on s'appuie sur les pionniers. Voilà, d'où ma réflexion par rapport au rôle du conseiller, c'est d'aller chercher chez les pionniers, de mesurer ce qui se passe, mais vraiment de mesurer, voilà, pour avoir des références, il faut, c'est comme des objectifs, quoi. Ça va être smart, ça va être mesurable, et on peut ainsi fixer des étapes pour une transition agroécologique avec des objectifs atteignables, parce qu'on a observé quelque part que ce chemin-là fonctionnait et qu'il était passé par ces étapes-là. Et s'agissant de raisonner à la fois le choix des espèces, alors Véronique a donné des pistes, des espèces de ligneux, de raisonner aussi l'implantation, parce que bon, il y a beaucoup de questions autour de ça. Comment est-ce qu'on procède? Bon, cet après, dans les ateliers, vous allez aller visiter des expérimentations en cours sur les vignerons de Buzet. Qu'est-ce qu'il faut retenir en la matière là, d'essentiel? On va s'appuyer sur des principes, on va dire, généraux qui sont plus larges que ce qu'on peut voir, ce qu'on peut connaître en vitiforesterie. C'est que un élément ligneux, multistrate, va avoir un impact bioclimatique sur 80 à 120 mètres. C'est une référence qui est communément admise. Qu'en termes de biodiversité, 2 îlots distants au plus 60 mètres, on sait qu'il y a des échanges et que ça crée des refuges qui sont ou des lieux de vie pour les auxiliaires qui sont en réseau, et on va composer avec ces données-là. Voilà. Aujourd'hui, j'accompagne des viticulteurs où on conçoit des infrastructures agroforestières en fonction de leurs objectifs qui sont souvent hors agronomie, qui sont dans le système global d'exploitation. Je fais de l'accueil à la ferme, donc de la cueillette, de la vigne facile à visiter, où il y a des points d'ombre, où il y a des arbres remarquables, et je vais trogner. Donc ça s'inscrit dans l'économie de l'exploitation. Donc on est bien dans l'agroforesterie, l'arbre outil au service d'une activité agricole qui est multifactorielle. Et voilà, ça a été dit plusieurs fois, il ne faut plus travailler en silo, c'est la globalité de la ferme qui doit être prise en compte. Et à partir de ces principes, là, on va construire, mesurer ce qui se passe. Aujourd'hui, avec un groupe de viticulteurs sur le Grand Sud-Ouest, on est en train de travailler pour construire un observatoire de ce que produit comme impact sur la vigne un arbre sous son houppier, juste avec sa du houppier et à grande distance, pour voir en termes de rendement, de vigueur, de pression fongique, de ravageurs, mesurer ces critères qui sont techniques agronomiques.
donc des références qui sont en cours de production. Merci Philippe. Alain, je me tourne vers vous. Finalement, en vous écoutant les uns les autres, je me disais que l'enjeu d'adaptation de la vigne, donc des vignobles, aux effets du changement climatique, finalement, est-ce que ça signe pas définitivement le grand retour de l'agronomie? Et est-ce que va pas falloir, comme c'était suggéré, finalement une montée en compétences des uns et des autres, y compris des viticulteurs? Alors effectivement, montée de l'agronomie, mais pas de l'agronomie entre guillemets de salon, agronomie appliquée, l'agronomie sur le terrain. Un exemple simple. À Châteauneuf-du-Pape, je travaille avec un vigneron donc qui avait une problématique qui est celle de tous les vignerons de ce petit coin-là de Châteauneuf. Les pH des vins partent en flèche dès qu'on arrive à la récolte, ça c'était en 2013. Et essayer de comprendre pourquoi au départ, etc. Donc on fait des couverts végétaux, pourquoi? Parce que en choisissant des espèces qui vont consommer énormément de potassium, mobiliser énormément de potassium, pour essayer effectivement de réduire ces consommations de potassium qui se situent en fin de cycle quand, si jamais il se met à pleuvoir par exemple. Et puis on s'est rendu compte, parce que le réchauffement climatique est là, que les couverts végétaux, depuis 2014, ont fait disparaître les cailloux. Vous savez, les gros galets, mais il n'y en a plus. Ils sont descendus, ce qui est normal, ça s'appelle la gravité. Ils sont plus lourds que les autres morceaux de sol, donc ils descendent. Et sans le faire exprès, sans le chercher, on s'est aperçu qu'en fait, on avait des vins qui mûrissaient, qui avaient moins chaud, qui mûrissaient plus lentement, qui avaient un peu plus d'acidité. Et donc petit à petit, à travers ce couvert végétal qu'on avait mis pour d'autres motifs, mais on a doublé la teneur en matière organique du sol, déjà, c'est un premier point, à force. Et le deuxième effet qui se coule, on a résolu le problème là où on n'aurait jamais cherché à le résoudre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est pas résolu parce qu'on a mis des couverts et qu'on a pompé la potasse, il s'est résolu parce qu'on a réduit la température et qu'on a permis à la vigne de mûrir plus lentement. Alors, voilà un petit peu le côté agronomie, quand je dis agronomie appliquée, c'est-à-dire qu'en fait, ouvrir ses yeux, observer, regarder, et chaque fois qu'on va faire quelque chose, ne pas se dire je fais ça pour ça, mais je fais ça et je regarde. Et je regarde tous les avantages que je vais pouvoir en tirer et les inconvénients que je vais essayer d'éliminer. L'observation, principe de base. Tout à fait. Dernière question, puis après on ouvre le débat avec notre assistance, Alain. S'agissant de faire le lien donc entre les différents leviers qu'on vient d'évoquer, qui sont susceptibles donc de favoriser la résilience des vignobles, en quoi est-ce que la permaculture, parce que je le rappelle, vous êtes spécialiste de la permaculture, peut-elle fournir finalement un cadre de référence qui pourrait être pertinent pour s'inscrire dans cet objectif-là? Mais tout d'abord parce que la permaculture, enfin en tout cas la partie agronomique en permaculture, parce que la permaculture c'est très large, la partie agronomique regarde le côté global avant de regarder le détail. Quand je travaille avec un vigneron, souvent il me dit bon mais on plante quoi? Comme vigne, sous-entendu. Moi je lui dis je ne sais pas encore. Et comment? Je ne sais pas. Il faut d'abord que je regarde comment se situe la parcelle, comment les énergies sur la parcelle circulent, comment je vais pouvoir les capter. C'est ce qu'on appelle en permaculture, excusez mon anglais qui est très mauvais, le keyline design. Et donc en fait c'est le design des points clés. On va rechercher les points clés où passent les énergies sur la parcelle. Alors c'est quoi les énergies? L'eau elle passe à un endroit sur une courbe de niveau qui va effectivement être dans un creux. Et donc si on la laisse passer, elle va en bas. On parle de manque d'eau. Il suffit de mettre à ce moment-là ce qu'on appelle une noue à un point précis pour que cette eau, on puisse la répartir sur l'ensemble de la parcelle. Une noue, c'est un fossé fermé en fait, avec un trop-plein qui va se déverser un peu plus loin, peut-être dans une mare. Et donc, et là, quand on a mis ces points et ces lignes et qu'on les a visualisés, on se dit, puisqu'on a de l'eau qui va être là, on va y mettre des arbres. Et qu'est-ce qu'on va y mettre comme arbre? Alors d'abord, on va y mettre du sauvage. Parce que le sauvage, c'est ce qui va nous permettre de faire rentrer ce qui est à côté des vignes, dans le sol, et en aérien, dans la parcelle. Et en plus, ces noues, elles sont formidables, parce qu'il y aura toujours de l'humidité à côté. Donc on va pouvoir mettre non seulement une première haie sauvage, mais une seconde fruitière, et pourquoi pas, en plus, des légumes. Des légumes, quand je dis des légumes, on ne va pas devenir maraîcher. Mais on peut planter des légumes simples,
dans la région ici, artichauts, asperges, ça pousse tout seul. Il suffit de les ramasser. C'est quand on les ramasse qu'on les taille. Donc il n'y a rien de plus simple. Et ça va se développer tout seul. Et puis ensuite, la vigne, on va voir où elle va être. Parce qu'en ayant dessiné ces courbes de niveau et en ayant dessiné, en ayant commencé à mettre des haies, eh bien, la vigne, elle va se mettre entre les haies. Et pourquoi pas un arbre de plus? Alors après, ça va dépendre aussi du mode de conduite du vigneron. Si c'est mécanisé, les arbres au milieu des rangs, c'est pas évident. Mais on peut sacrifier un rang pour rajouter de la biodiversité quand deux nous vont être trop éloignés. Et donc, cette vision globale au départ va permettre de poser le décor. Et quand on aura posé le décor, le reste, on sait le faire. On sait quel porte-greffe il faut mettre dans quel sol. On sait quel cépage va être le plus intéressant en fonction du vin que vous voulez faire et en fonction de la région dans laquelle on est. Ça, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de réorganiser les parcelles, de redessiner les paysages, de capter toutes les énergies. Quand on va faire une noue, on ne va pas la fermer. Surtout si elle fait barrage au vent, parce qu'une noue fermée qui fait barrage au vent dans une zone humide, ça fait des gelées. Donc on va ouvrir la noue, on va faire des passages pour que l'air circule et que l'humidité ne stagne pas à cet endroit-là. Et ainsi de suite, on va réfléchir à tout ça, mais avant de planter la vigne. Alors après, effectivement, il y a des vignes plantées. Et ces vignes plantées, il va falloir faire avec. Mais sachez que c'est là toute la différence entre faire rentrer un peu de permaculture dans une vigne et installer une vigne en permaculture. La différence, elle se situe au fait qu'on ne peut installer une vigne en permaculture que si on replante à nouveau. Et c'est pour ça que quand je vous parle de dessiner les paysages, et tout à l'heure je vous disais, des fois avec les voisins, si on ne se met pas d'accord, on ne pourra jamais le dessiner. Parce que le voisin, il vous fait barrage et il va empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Donc c'est des projets collectifs, ce n'est pas des projets forcément individuels. Merci Alain. Ça sera le mot de la fin pour notre échange en table ronde. On va ouvrir tout de suite le débat. Il est 11h, il est 10h58. On est à peu près à l'heure. On a rattrapé le retard. On a donc une bonne dizaine de minutes devant nous pour échanger. Il y a un micro. On va le faire circuler dans la salle. Fabien, si tu veux bien, merci. Ouais. Je vais vous passer le micro filaire. Donc s'il y a des questions, allez-y. Vous pouvez lever la main. Pensez à vous présenter. Ou vous représentez? Je me suis déjà présenté. Donc, non, je voulais connaître votre définition. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire permaculture en vigne, s'il vous plaît? Parce que bon, chacun a un peu la sienne. J'ai écrit un livre de 367 pages sur le sujet. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire permaculture. La permaculture, c'est une. Moi, je la définis comme ça. C'est une façon, une manière d'organiser, d'harmoniser l'agroécologie et la biodiversité. Voilà, ça s'arrête là. C'est une vision, c'est une façon de voir le sujet. C'est pas une agriculture en elle-même, c'est une façon de voir le sujet. C'est pour ça que je parle plus facilement de skyline design, parce que c'est plus ça qui est le point majeur. C'est la façon dont on va capter les énergies d'un lieu. Alors que c'est pas spirituel, hein. Je vais pas capter l'énergie de l'arbre avec ma main. C'est la façon dont je vais canaliser les eaux, canaliser les vents, profiter de la lumière ou de l'ombre. Et donc chercher à avoir de la lumière ou de l'ombre. Et à partir de là, voilà comment on va après facilement, sans trop se poser de questions, voir apparaître l'agroécologie dans une parcelle de façon naturelle. Et cette agroécologie naturelle, elle va durer. Parce que c'est ça le but, c'est que ça perdure. Elle va durer, parce qu'elle va se faire spontanément. Si je mets de l'eau partout, en suivant une courbe de niveau dans une parcelle, toutes les plantes qui vont pousser autour de cet endroit où il y a régulièrement de l'eau auront toujours de l'eau. Et comme c'est prévu aussi pour éliminer les excès d'eau, je n'aurai plus sur ma parcelle de zones avec des excès d'eau. Voilà, donc j'emporte plus le sol et je garde toute l'eau qui tombe. Allez, une autre question, profitons-en. Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges. Donc, je suis Denis Sall, je suis directeur de recherche à l'INRAE, dans un laboratoire à Bordeaux. Donc je suis sociologue. Donc ma question, elle porte, alors je dirige aussi, je coordonne un projet de recherche sur ce qu'on appelle l'agenda de recherche dans le cadre de Vitirel, pour essayer de trouver les nouveaux fronts de science qui font écho à ce qui a été dit ici.
Donc évidemment, on est très intéressé pour échanger. Alors ma question, elle porte sur une remarque de Véronique Sartou qui disait qu'on est peut-être un peu, on prêche les convaincus, on est dans l'entre-soi, qu'il faut trouver comment élargir, comment essaimer en quelque sorte. Donc comment le faire auprès de la recherche? C'est une première question. Et une deuxième, c'est aussi vers la société, c'est-à-dire dans nos figures de citoyens, de riverains, de consommateurs, comment embarquer aussi la société dans ces démarches d'avenir. Véronique, vous tentez d'apporter quelques éléments de réflexion complémentaires? Alors c'est un peu complexe comment embarquer la recherche. Je pense que avec des discussions, avec des journées comme ça, on arrive à faire passer un certain nombre de messages. La recherche se penche aussi dessus. Bon, après, ça dépend des laboratoires, ça dépend de tout un tas de choses, mais je pense que ça progresse. C'est surtout au niveau de la société, peut-être, qu'il faut faire progresser les choses. Et là, le problème qu'on a actuellement, mais c'est vrai pas que pour la viticulture, quoi. C'est la vision que la société a de l'agriculture, qui est parfois relayée par les médias et de façon pas toujours très positive par rapport à l'agriculture, où on a tendance à taper toujours sur l'agriculture sans voir les choses, sans voir les progrès qui sont apportés par un certain nombre d'agriculteurs qui travaillent parfois tout seuls dans leur coin, parfois en groupe, mais qui ont du mal à faire connaître leur façon de voir, leur façon de penser, leur façon de progresser. Et certains sont vraiment très avancés. Et parfois, les chercheurs ont un peu du mal à aller les voir, parce que bon, je dis pas pour tous, hein, mais certains chercheurs ont du mal à aller voir ce qui se passe sur le terrain. Il y en a d'autres qui le font très bien, donc bon, voilà. Mais c'est surtout les consommateurs, quoi. Les consommateurs qui ont tendance à vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, quoi. Hein. Donc malheureusement, c'est pas toujours possible. Et ils voient pas les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs. Alors je parle en général, hein, pas que les viticulteurs. Et c'est une question de société que j'ai pas la prétention de pouvoir résoudre toute seule. Mais je pense que il y a un certain travail à faire au niveau des consommateurs, peut-être au niveau des médias, pour qu'ils aient un autre regard sur l'agriculture et pas que les médias agricoles, quoi. Oui, sur ce qui est de la sensibilisation des citoyens, je pense que ce qu'on peut appeler communément des journées fermes ouvertes contribuent beaucoup. Et dans les pionniers de l'agroécologie, il y a aussi cette volonté de faire bouger la société, et donc ils sont ouverts à ça, et ceux qui y participent, vraiment, ils font œuvre pour le bien commun. Et moi, je vois même dans mon entourage des gens qui critiquent l'agriculture, et puis quand je leur parle, je fais: ah oui, mais le gars chez qui je vais acheter la viande, il fait comme ça. En fait, ils ont encore cette image. Et donc, en montrant que il n'y a pas que le gars chez qui ils achètent la viande ou ils achètent le vin qui a des pratiques agroécologiques, voilà, on va pouvoir faire quelque chose. Après, pour ce qui est de faire que l'alimentation reprenne une part plus importante dans les budgets, parce que le problème de l'agriculture numéro 1, c'est quand même ça. C'est que la part de l'alimentation dans le budget des ménages, en pourcentage, elle a décru. Et donc, les agriculteurs, au bout, sont rémunérés à proportion de ça. La matière, on est passé de 30% à 15% en moins de 30 ans. Il y aurait donc une problématique de communication, hein, si je vous entends. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, parce qu'en vous écoutant, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi la nécessité, peut-être, de la part du monde agricole et des viticulteurs, de mettre en évidence la contribution qui est la leur à l'intérêt général, parce que pour rallier le citoyen consommateur à la cause agricole, il faudrait peut-être permettre aux citoyens consommateurs d'identifier les contributions de l'agriculture, des viticulteurs à l'intérêt général. Et sur les questions qu'on a évoquées ce matin, j'imagine qu'il y a de nombreux exemples possibles en la matière. Et la transparence, c'est source de confiance, hein, s'agissant d'ouvrir les exploitations. Alain, vous vouliez dire? Oui, juste un mot par rapport à la recherche. Le meilleur moyen de les intégrer, c'est de les faire participer.
Personnellement, quand j'ai voulu écrire ce fameux bouquin sur la vigne en permaculture, j'ai contacté des gens que je connaissais à l'agro et à l'INRA, notamment côté œnologie, j'ai demandé à Jean-Louis Escudier de me filer un coup de main, même si je savais que c'était pas du tout sa tasse de thé de parler des vins de nature. Et puis j'ai demandé à Alain Deloire de me filer un coup de main en physiologie, alors que la permaculture, pour lui, c'était un truc de fou, quoi. Et aujourd'hui, c'est le premier à en parler, c'est le premier à faire la promotion de la permaculture à l'agro à Montpellier. Donc comme quoi, quand on s'associe, ça peut fonctionner. Voilà. Et puis pour rejoindre ce que vous avez dit jusque-là, personnellement, chez moi à Bazas, avec les gens qui vivent autour de chez moi, j'anime bénévolement des groupes de gens qui veulent planter autrement. Et il existe des producteurs aussi qui laissent leurs vignes à la disposition d'associations pour qu'ils puissent planter dans les rangs de vignes des légumes. Et ça aussi c'est intéressant parce que ça se développe et ça permet effectivement aux citoyens d'une commune de savoir qu'on peut planter dans cette terre-là parce qu'elles sont saines et qu'elles ne vont pas être traitées avec n'importe quoi ou voire pas traitées du tout. Juste un mot rapide, pour finir, je pense aussi qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et aussi savoir laisser faire les choses. Les nouvelles générations ont plein d'idées. Si je prends juste un exemple, à Châteauneuf-du-Pape aussi, hein, on en parle souvent du coup, il y a un collectif de jeunes vignerons qui est sorti de l'école, ont voulu faire bouger les choses. Ils ont monté une petite structure associative pour faire des cycles de conférences où ils invitent des chercheurs ou des experts. C'est ouvert à tout le monde, aux vieux vignerons, aux anciennes générations, aux jeunes, mais aussi aux citoyens. Et en fait, petit à petit, c'est en train de diffuser. Il y a plein d'expériences qui se montent. Et globalement, plus ça va, plus le mouvement est en marche, plus il va y avoir d'initiatives de reconnexion entre le citoyen, l'agriculteur, l'expert, la recherche. Ça se fait même un peu naturellement, on le sent. Donc moi, je suis assez optimiste aussi de ce point de vue-là. On va prendre une toute dernière question parce que nos officiels arrivent et on va donc leur donner la parole.